Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'extraterrestres, de jeux vidéo comme médicaments, d'affrontements entre la Chine et l'Inde, du peuple ouïghour persécuté en Chine ou encore de Charles de Gaulle. Bref, on est parti pour un résumé des 5 actualités qui ont marqué la semaine. Pour la première actualité de la semaine, on va donc parler d'un sujet très grave, c'est la situation d'une population, les Ouïghours en Chine. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne, mais vous n'étiez peut-être pas abonné à l'époque. Les Ouïghours, c'est un peuple principalement musulman qui habite en Chine et il serait entre 12 et 25 millions. Mais le truc, c'est que cette population est durement réprimée par le gouvernement chinois. En fait, selon l'ONG Amnesty International, il y aurait plus de 1 million de Ouïghours détenus dans ce que la Chine appelle des centres de rééducation politique. En gros, les autorités chinoises présentent ces centres comme des centres de formation professionnelle destinés à aider la population à trouver un emploi et à l'éloigner de l'islamisme ou encore du terrorisme. Mais le truc, c'est que ça, c'est la version officielle et en réalité, pour l'immense majorité des organisations qui travaillent sur le sujet, eh bien tout ça, c'est un mensonge. En réalité, beaucoup décrivent ces camps comme des camps de concentration et les intentions du président chinois Xi Jinping sont même assez claires. Selon des documents révélés par le journal The New York Times, il aurait déclaré, je cite, « Nous devons utiliser les outils de la dictature populaire pour éliminer l'islam radical ». Concrètement, dans ces camps aux conditions désastreuses serait pratiqué lavage de cerveau, propagande ou encore torture. Mais alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? En fait, le président américain Donald Trump a signé cette semaine une loi voulue par le Congrès américain, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat en France, une loi visant à sanctionner des responsables chinois accusés de discriminer les musulmans ouïghours. Et ces sanctions, ça pourrait être par exemple des interdictions de visa aux États-Unis aux Chinois responsables de ces internements de masse des Ouïghours. La Chine n'a pas tardé à réagir en déclarant qu'il s'agissait, je cite, d'une attaque vicieuse et a même menacé les États-Unis de mettre en place des contre-sanctions sans les détailler, cela dit. A noter au passage, on en parlait cette semaine, que Donald Trump a signé cette loi le jour où les médias ont dévoilé plusieurs extraits du livre explosif de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Selon ces extraits, le président américain n'a pas toujours été critique au sujet de ces camps, bien au contraire, puisque lors d'un dîner entre Xi Jinping et Donald Trump, eh bien Donald Trump aurait dit au président chinois que ces camps étaient, je cite, une bonne chose. En tout cas, si vous voulez davantage d'informations, eh bien je vous mets des liens directement en description. Puisqu'on parle de la Chine, et avant de parler des autres sujets, notamment des sujets plus légers, ça me semblait important de vous parler du conflit qui oppose actuellement la Chine et l'Inde. En fait, depuis des dizaines d'années, la frontière entre la Chine et l'Inde est une source de tension entre les deux pays. Cette frontière assez particulière est située à environ 4250 mètres d'altitude sur le plateau de l'Himalaya du Ladakh. Or, cette frontière a une particularité, déjà donc elle est en haute altitude, mais au-delà de ça, elle n'existe sur aucune carte, ses limites ne sont pas clairement indiquées, et c'est là tout le problème, les deux pays s'accusent régulièrement d'aller sur les frontières de l'autre. Du coup, en 1975, un affrontement sur la frontière a eu lieu, 5 Indiens ont perdu la vie, et c'était le dernier combat meurtrier jusqu'à cette semaine. En début de semaine, des troupes chinoises se seraient apparemment introduites sur le territoire indien. Le résultat, c'est quoi? Des militaires des deux camps se sont battus à coups de poings, de pierres et de barres de fer. Or, à cause du terrain très étroit et pentu, 20 soldats indiens ont perdu la vie et côté chinois, le bilan est resté secret. En tout cas, même si les deux pays se rejettent publiquement la responsabilité de ce drame, ils ont promis, je cite, d'apaiser la situation sur le terrain au plus vite. Cela dit, l'apaisement n'est pas gagné pour autant, malgré la libération par la Chine de prisonniers indiens, et bien en Inde, des appels à boycotter les produits chinois ont été lancés et des drapeaux chinois ont été brûlés. Bref, on vous tient au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. Dernier sujet politique, avant de passer à des sujets plus légers, je voulais vous parler du général de Gaulle. En effet, cette année, on fêtait le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, cet appel devenu un symbole de la résistance contre les nazis. Chaque année, l'anniversaire de cet appel est un rendez-vous politique important puisque une majorité des partis politiques, pourtant différents dans leurs idées, rendent hommage au général de Gaulle. Très concrètement, pour ne citer que, les Républicains, tout comme la République en marche ou même le Rassemblement national, revendiquent être dans la lignée de Gaulle. En politique, on appelle ça souvent l'héritage. En gros, ça veut dire que ces partis prétendent défendre les mêmes idées que de Gaulle à l'époque. Mais alors, quel est l'intérêt des partis à lui rendre hommage et surtout pourquoi sont-ils plusieurs à prétendre être son héritage? Déjà, la première raison à ça, c'est que de Gaulle n'appartenait à aucun parti qui existe aujourd'hui. Le parti à droite avec lequel il a été élu président
président, l'Union pour la Nouvelle République n'existe plus, et puis au-delà de ça, lorsqu'il était président, il se considérait, je cite, au-dessus de toute préoccupation de parti, et donc autrement dit, c'est assez facile pour n'importe quelle personne, peu importe son bord politique, de se revendiquer gaulliste. Deuxième raison importante, De Gaulle refusait de se plier à la logique des partis, il se présentait comme unificateur, il s'adressait à tous les Français, et en l'occurrence, c'est ce que cherchent à reproduire beaucoup d'hommes politiques, à commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. En effet, pendant sa campagne pour la présidentielle en 2017, Macron se qualifiait ni de droite ni de gauche, il n'hésitait pas à rappeler qu'il voulait rassembler tous les Français, bref, il essayait de rejoindre le discours de Gaulle. Enfin, plus largement, De Gaulle est vu comme un grand homme politique, probablement le plus grand de notre histoire récente, et donc logiquement pour un politique aujourd'hui, associer son image à lui, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, ces dernières années, c'est intéressant de voir que même Marine Le Pen lui a rendu hommage. Son parti, le Rassemblement National, anciennement appelé le Front National, a pourtant longtemps été dirigé par des anti-gaullistes, dont Jean-Marie Le Pen, et a compté parmi ses membres des anciens proches du régime de Vichy. Léon Gauthier ou encore Pierre Bousquet, par exemple, sont même des anciens nazis SS, et pourtant parmi les membres fondateurs avec Jean-Marie Le Pen du Front National en 1972. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations sourcées, eh bien je vous mets des liens directement en description. En tout cas, au vu des déclarations de Marine Le Pen, la ligne du Rassemblement National semble avoir bien changé, et aujourd'hui le parti se sent proche de De Gaulle et partagerait par exemple, je cite, la souveraineté de la France ou encore la volonté d'unir les Français au-delà des partis politiques. Bref, une séquence politique intéressante, et si vous voulez plus d'informations, je viens de le dire, je vous mets des liens directement en description. Pour la quatrième actu de la semaine, très rapidement, je voulais vous parler d'une étude britannique sur la vie extraterrestre. En effet, certains scientifiques travaillent à savoir s'il existe une vie extraterrestre. En 1961, par exemple, l'astronome Frank Drake a tenté de répondre via les mathématiques à cette question existentielle, du coup il a mis au point un calcul avec de nombreux inconnus, connus sous le nom de l'équation de Drake, et oui là, la vanne est facile. Je vous passe le détail, mais à l'époque, son calcul était vraiment pas évident, on manquait de beaucoup de données, bref, il ne s'en est pas trop sorti. Cela dit, je vous en parle parce que cette semaine, des chercheurs de l'université de Nottingham au Royaume-Uni sont allés beaucoup plus loin. En fait, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue scientifique The Astrophysical Journal qui conclut que 36 civilisations intelligentes existeraient au sein de la galaxie, et ces civilisations seraient capables de communiquer avec les autres. Pour rentrer un peu plus dans les détails, dans leurs calculs, les chercheurs sont partis de l'idée que la vie peut se former sur d'autres planètes de la même manière qu'elle a commencé sur Terre. Mais attention, en réalité, ces travaux reposent sur de nombreuses suppositions, ce qui fait douter certains chercheurs de la véracité de ces conclusions. Certains ont notamment critiqué cette étude en disant qu'on ne peut pas penser une civilisation non humaine à partir de concepts humains, et en gros, pour faire très simple, ce n'est pas parce qu'une chose s'est passée sur Terre qu'elle va forcément se passer dans le reste de la galaxie. Au-delà de ça, malheureusement, et pour plein de raisons, les chances d'entrer en contact avec ces civilisations paraissent infimes, puisqu'il faut non seulement qu'elles existent déjà, mais au-delà de ça, qu'on rentre en contact avec ces civilisations avant qu'elles ne disparaissent. Bref, cette étude est à prendre avec beaucoup de précautions, mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Enfin, pour la dernière actu de la semaine, je voulais vous parler d'un jeu vidéo qui a été pour la première fois prescrit par ordonnance aux États-Unis, c'est-à-dire donc qu'un médecin a demandé à un patient de jouer à un jeu plutôt que de prendre un médicament ou un traitement. Concrètement, il s'agit du jeu américain Endeavor RX, et il est destiné aux enfants atteints de troubles du déficit de l'attention. D'apparence, vous le voyez, il ressemble à n'importe quel autre jeu de course sur smartphone, des parcours avec des obstacles à éviter et des bonus à attraper. Mais en réalité, derrière ça, le jeu est conçu pour venir activer certaines parties du cerveau et améliorer les fonctions cognitives, en gros la capacité d'apprentissage de la personne qui joue. L'agence américaine du médicament vient de le valider comme un traitement non pharmaceutique, et c'est une très rare avancée dans le monde. D'ailleurs, vous le savez très probablement, les jeux vidéo ont souvent une mauvaise réputation, ils sont par exemple jugés comme violents ou alors comme pouvant entraîner l'isolement des personnes. En juin 2018, on en avait parlé à l'époque sur la chaîne, l'Organisation mondiale de la santé avait même reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale appelée le trouble du jeu vidéo. L'OMS définit cette addiction qui concernerait 2 à 3% des joueurs par une perte de contrôle, une priorité progressive accordée au jeu par rapport à d'autres activités et par la poursuite du jeu malgré des conséquences négatives sur sa vie. Et cela dit, malgré cette déclaration de l'OMS qui avait fait très fortement polémique, et bien d'autres études soulignent pourtant les bienfaits potentiels des jeux vidéo sur notre santé, et ce pour améliorer par exemple notre prise de décision rapide. Bref, en soi on peut pas faire de généralité sur les jeux vidéo, c'est un domaine à part entière avec plein de pratiques et de types de jeux différents, mais ce premier traitement avec un jeu vidéo me paraît intéressant, et comme d'habitude, si vous voulez davantage d'informations, je
vous mets des liens directement en description. Le week-end, on ne poste pas sur cette chaîne YouTube de résumé quotidien de l'actualité, du coup si ça vous intéresse, et bien du lundi au dimanche sur notre compte Instagram, on poste un résumé qui se lit en moins d'1 minute de l'actualité, un résumé donc rapide et facile à comprendre. Si ça vous intéresse, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. En tout cas, vous êtes plus de 500 000 abonnés à ce compte, donc merci beaucoup. Évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.